Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien essentiel. Aujourd'hui, on va effectuer un décryptage de l'interview tant attendue de Vladimir Poutine par le journaliste américain Tucker Carlson. Une interview qui a déjà fait plus de 100 millions de vues et qui était excessivement attendue. Alors, elle est attendue des deux camps. Elle est attendue par ceux qui, on va dire, vont décrypter positivement ou négativement. Et pour ce faire, j'ai l'honneur d'avoir Caroline Galacteros. Bonjour Caroline et Bonjour. bienvenue. Bonjour. Alors, on rappelle un petit peu, vous êtes géopolitologue, fondatrice du think tank Géopragma, docteur en sciences politiques et dernièrement youtubeuse avec une chaîne qui s'appelle Paix et Guerre. Oui, tout à fait. Paix et guerre. Paix et Guerre. Donc, Pas seulement pour ne pas avoir d'ennui avec la famille Tolstoï, mais parce que ça correspond vraiment à l'accent que je veux mettre. oui, le courage de la Voilà. paix, comme vous avez dit. Courage de la paix, exactement. Et donc, une chaîne YouTube où vous faites un décryptage de l'actualité en allant sur des sujets divers et variés avec une pensée alternative. Mais aujourd'hui, on va parler donc de cette interview si attendue de Tucker Carlson qui a été publiée hier soir à minuit et qui a duré 127 minutes, donc une interview très longue qui a surpris beaucoup d'observateurs. Alors, ma première question pour vous, c'est quand vous voyez cela, quand vous voyez ce matin, que vous avez vu qu'est-ce que vous dites dans votre tête, en fait? Que pensez-vous? Je me dis que ça a été une démonstration assez imparable du point de vue, du point de vue des Russes. Et je pense que tout ça a été extrêmement bien calibré. Alors, c'est vrai que c'était très long par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre ou ce à quoi on s'attend. Parce que si on écoute Vladimir Poutine quand il fait des interviews, des conférences, des discours, quand il répond aux Russes, parce qu'il y a quelques grands messes comme ça médiatiques par an, c'est toujours très long. Et il n'a pas l'air d'être le moins du monde gêné par cette longueur. Donc en fait, ça correspond à quelque chose. Et pour moi, la chose qui est la plus frappante, c'est vraiment que la forme est au moins aussi importante que le fond. Et que la forme est du fond, en fait. Donc la forme, les 2 heures, pour vous, ça fait partie de la forme. Ça fait partie du fond, c'est-à-dire la forme fait partie du fond. La forme est une modalité du fond, si vous voulez. Et là, il a réussi à... D'abord, il a pris l'ascendant... D'entrée de jeu. D'entrée de jeu. Sur le ton de l'humour, mais de l'humour quand même assez... Où les règles c'est pas un talk show, en fait. Voilà, il a dit, bon, écoutez, on est là pour faire un talk show ou pour parler sérieusement. Donc Tucker Carlson, qui est un excellent journaliste, qui est un homme très structuré, etc., bon, l'a pris un peu en riant, mais enfin concrètement, il a dû le laisser faire ce qui n'était pas du tout artificiel, qui était tout à fait voulu à mon avis, un grand développement historique sur les origines de la Russie. Et en fait, qui visait à démontrer, que la Russie, c'est à l'aune des siècles et des siècles et des siècles, donc c'est le temps long par nature, par essence. Deuxièmement, que l'Ukraine est un peu là-dedans quelque chose d'assez artificiel. Alors, où il a expliqué, les Polonais en ont pris un bout, les Hongrois, bref, voilà. Un État sans État, en fait. Un État, voilà, tout à fait. Et surtout, il a montré tout de suite où il était, lui. Et lui, il est le dernier représentant de tous ces maîtres de la Russie. D'une grande lignée de tsars. D'une grande lignée de tsars, absolument. Et donc, il s'est tout de suite mis à la hauteur, en fait, de ce qu'il veut démontrer. C'est-à-dire que c'est dans l'histoire, c'est tout ce qui se passe et tout ce qu'il décide est interprété à l'aune de la survie et de la protection et du développement de la Russie sur des siècles et des siècles. Donc c'est pas mystique, mais enfin il y a une dimension qui est pour moi qui est métapolitique, quoi, qui est un truc assez fort. Donc la forme qui rejoint le fond et avant qu'on parle bien sûr de ces éléments spécifiques, quand on va voir certains de nos gouvernants, certains de nos services, quand ils se réveillent ce matin, qu'est-ce qu'il va y avoir d'écrit sur leur petite fiche? C'est une excellente question. Je ne pense pas qu'ils vont écrire déjà ce que je viens de vous dire, malheureusement,
Parce que c'est pourtant un enseignement de qualité opérationnelle, si j'ose dire. Donc, plutôt que de rester sur la notion factuelle, on va déjà donner une opinion. On va former l'opinion à partir de ça. Non, c'est-à-dire que, j'imagine, les analystes de Rance qui ont tous écouté ça avec un papier et un crayon, ils vont retenir quelques points. Ils vont retenir que Poutine a dit qu'il n'avait pas l'intention ni aucun intérêt à envahir la Pologne et les pays baltes. Bon, d'accord, mais ça, c'est pas un scoop, c'est une évidence, tout le monde le sait. C'est juste qu'on construit l'ennemi et qu'on passe notre temps à essayer d'accréditer cette idée selon laquelle il voudrait se jeter sur l'Europe. Il a été assez clair, il a dit, mais vous me prenez pour un imbécile. En gros, il a dit ça. Vous me prenez pour un idiot, quoi. Je suis une puissance nucléaire. Je ne vais pas aller attaquer une alliance où il y a des puissances nucléaires. Bon. Et il a dit qu'il n'avait pas d'intérêt en Pologne, en fait. Hein. Donc, il n'a pas d'intérêt à agir. Il a enfoncé un coin entre l'Allemagne et la Pologne. Ça, il l'a fait à plusieurs reprises, en rappelant que quand même, les Allemands sont ceux qui permettent finalement, qui donnent l'argent pour l'économie polonaise depuis un certain nombre d'années, et qu'il devrait quand même, il trouvait que vraiment les Allemands se défendaient très mal leurs intérêts en permettant que Yamal, donc que le gazoduc qui passe par la Pologne soit, comment dirais-je, neutralisé. C'est-à-dire, en gros, il a dit, mais les Allemands devraient imposer aux Polonais de le faire, parce qu'après tout, les Polonais vivent grâce au fric allemand. Bon. Qu'est-ce qu'il a dit d'intelligent ? Il a rappelé que finalement, enfin, toute sa démonstration, c'était de dire, le 24 février 2022, nous avons été poussés et nous avons dû entrer en guerre pour mettre fin à une guerre. Ça, qui était commencée en 2014, hein, avec le Maïdan. Qui était la guerre du Donbass et qui avait pris effectivement une grande dynamique. Et qui n'était pas causée par eux. Donc en fait, il s'est de suite mis en tant que régulateur ou régleur d'une situation. Oui, régulateur et donc dans une idée d'une justice, parce que c'est ça en fait il a montré voilà, moi je fais les choses que je dois faire en toute logique par rapport à vos agissements. Et là il a très bien rappelé non seulement l'élargissement contre toutes les promesses faites, effectivement l'encouragement américain sonnant et trébuchant, et pas seulement d'ailleurs militairement, aux terroristes du Caucase Sud, donc qui ont essayé déjà de déstabiliser. Donc il a montré toute la perspective arrière de la déstabilisation, de la fragmentation de la Russie voulue par les États-Unis depuis la fin de la guerre froide. Ça, c'est gros, les promesses non tenues, j'allais dire les espérances, enfin. Un des premiers textes que j'ai écrit, moi, je l'ai appelé le dépit amoureux de la Russie. Et je pense qu'il y a vraiment de ça, c'est-à-dire, c'est vraiment, à la fin de la guerre froide, les Russes, et même quand Poutine est arrivé au pouvoir, pendant des années, ont voulu se rapprocher de l'OTAN, de l'UE, ils ont cru qu'ils allaient être, voilà. Il le rappelle, mais revenons un petit peu. Donc moi, en fait, vous avez des petites fiches devant vous. Moi, je veux savoir, c'est quand on est au ministère, on lit quoi dans ces petites fiches ce matin. Donc, la première des choses, c'est qu'il a fait un rappel historique qui prend l'ascendant. On lit quoi, en fait? Non, on lit ce que je vous ai dit, c'est-à-dire, il n'y a pas de menace sur l'OTAN, mais ça, je dirais que nous sommes les créateurs de cette pseudo-menace russe. D'accord. Donc, bon, d'accord. Il nous a juste traités d'incompétents, parce que ça, il l'a fait plusieurs fois. Oui, il l'a fait plusieurs fois. Il y a un mépris, il y a vraiment une condescendance. Il repousse la faute, on va dire. Il repousse la faute. Non, mais il passe son temps à dire que les élites occidentales sont complètement stupides et irrationnelles, quand même. Et moi, si j'étais en train de faire ma petite fiche pour après faire une grande note, bon, je dirais qu'il y a une information importante, mais qui a déjà été donnée par plusieurs responsables russes. Mais là, c'est lui qui l'a dit. Il a dit, écoutez, tant que c'est des mercenaires que vous nous envoyez, et il y en a beaucoup, et on sait où ils sont, bon, on joue le jeu. On joue le jeu de dupe, en fait. Le jour où vous allez nous envoyer vos soldats en direct,
Et on ne voit pas très bien quel intérêt vous auriez à le faire, mais enfin, on ne sait jamais. Si vous le faites, là, ça va chauffer. Ça va chauffer, mais déjà, vous aurez un problème chez vous, parce qu'en fait, quelque part, il dit, attention, vous envoyez de l'argent pour financer les mercenaires, mais vous n'avez pas saisi l'opinion publique de chez vous tout à fait. de manière à ce que les gens se rendent compte. Donc, quelque part, quand il s'adresse, on a l'impression qu'il s'adresse au peuple, c'est ça? Aussi. Tout à fait. Tout le monde. Mais tout à fait. Il s'adresse, bien sûr, parce que, de toute façon, tous les analystes un peu sérieux, tous les gens dans les états-majors, même si on est particulièrement déformé idéologiquement, quand même, s'il y a bien un dirigeant sur cette planète qui est très, très explicite, c'est Vladimir Poutine. Donc, on ne peut pas dire qu'il est fou, qu'il est irrationnel. Tout ça, c'est de la pure propagande. C'est vraiment un homme dont on sait et on peut retrouver les déclarations. En revanche, les populations, son lien, mais c'est son lien d'ailleurs de constitution. Il a aussi dit une chose très intéressante. C'est qu'au moment où, en France et ailleurs, on parle de la guerre de civilisation, des chrétiens contre l'islam, blablabla, lui, il a débunké tout ça, il a expliqué que le sujet, il est idéologique. Il n'est pas du tout religieux. Et il a rappelé que la Russie, et que c'était sa force, était un pays multiethnique et multiconfessionnel. Et que il avait le plus grand respect pour tout ça. Donc, parce qu'il ne s'adresse pas qu'aux Américains et aux Européens, il s'adresse à la planète, là. Toute la planète a regardé ça. Tous les services de toute la planète ont regardé ça. En tout cas, bon, on voit bien qu'il y aura une forme déjà d'opinion dans ces petites notes. Quand on regarde les médias, enfin, dans les médias ce matin, quand moi je me réveille, je regarde les médias. En fait, ça fait même pas la une. Y a rien du tout. Il y a aucune information dans ces médias. Alors, il y en a certains qui nous disent que il a fait du Poutine, qu'il y a eu de la désinformation. Donc, on commence déjà, plutôt que de l'écouter, à essayer de le dénigrer. Bien sûr, mais ça, c'est notre posture constante, systématique et complètement stupide. Et c'est ce qui fait que nous, on perd pied. C'est ce qui fait que nous, on est en pleine... Nous, on est sur un nuage stratégique. Là, on vit dans le métaverse, quelque part. Oui, en tout cas, on est déconnecté à un tel point du réel qu'on est incapable de gérer les menaces et les risques. Et que donc, on les fait advenir. C'est ça qui est dingue. C'est une démarche suicidaire, en fait. Alors, je sais que Géopragma, le think tank que vous avez créé, c'est pour ramener, enfin dire, la réalité, la ramener au réel. Donc, si on prend, on va dire, les 4 ou 5 grands sujets qui ont été abordés dans cette interview et qu'on les ramène au réel. Donc, Poutine, on se dit toujours que c'est un va-t-en-guerre, qu'il veut faire la guerre, que c'est l'ennemi numéro 1 à viser. Et en plus, il dit, mais écoutez, j'ai essayé de me rapprocher de l'Occident. J'avais même discuté avec le président Bush de rentrer dans l'OTAN, et je crois que c'est Bush, oui. Et il lui dit lors de la réunion, oui, ça peut se faire. Et le soir au dîner, il lui dit non, ça peut plus se faire. Donc en fait, c'est une forme d'amour, je t'aime moi non plus. Et il raconte qu'il s'est tourné vers la Chine. Donc déjà d'un point de vue de son positionnement dans le temps long, parce qu'il est là, il en a vu des présidents américains passer et français. Quand on s'inscrit dans le temps long et quand on regarde cet élément-là, qu'est-ce que vous en tirez de ce point? Je pense qu'il a effectivement cet avantage d'avoir pu repérer les constantes dans nos politiques, dans les politiques occidentales, et qui sont, selon lui, des constantes qui sont désormais mises en échec sans équivoque par cette guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'il l'a dit, vous êtes irrationnel, vous avez perdu le nord, quoi. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Il le dit à plusieurs reprises. Est-ce que vous vous rendez compte du reste du monde, de ce qui se passe dans le reste du monde, de l'ampleur des BRICS, de l'ampleur de la Chine, de l'évolution des structures, des rapports de force en termes de commerce international, quoi. Réveillez-vous. Voilà, donc ça, il le dit. Et il montre qu'en fait, il domine le sujet. Il domine le sujet et il domine la scène. Alors, certes, avec Xi Jinping, mais là, il domine la scène. Et il domine la scène vis-à-vis de l'Europe, c'est évident, et vis-à-vis des États-Unis. Alors, moi, ce que j'ai aussi remarqué, et ça, il l'a fait
à plusieurs moments de l'interview, c'est qu'il ne ferme aucune porte. Aucune. Il rappelle les politiques de pression, enfin tout ce qu'il a subi, etc., le bouclier antimissile, mais il dit on peut toujours discuter, mais enfin pour discuter, il faudrait peut-être que Volodymyr Zelensky déjà zappe le décret qu'il a passé disant qu'on n'a pas le droit de discuter avec la Russie. C'est peut-être un bon début quand même pour commencer à discuter. Et puis ensuite, évidemment, on discute à partir de ce qui se passe. Et ce qui se passe est évidemment à rebours de ce qu'on croyait qu'il allait se passer. La Russie est en position de force militaire. Alors là, on parle de pour moi, le troisième point qui est l'Ukraine. Donc, on voit très bien qu'il explique ses relations avec la Chine, puisque, en fait, l'Occident l'a refusé et quelque part, on a l'impression qu'on l'a poussé dans son deuxième choix. Et aujourd'hui, il explique quand même que, il n'est pas endetté, que les États-Unis sont excessivement endettés, que les rapports, les échanges commerciaux avec la Chine sont assez balancés. Donc, il y a une forme d'équilibre qui s'établit, même s'il dit, attention, la Chine, c'est 1,5 milliard de personnes et nous sommes que quelques centaines de millions. Donc, en fait, il voit bien et il dit, moi, j'ai pas peur de la Chine parce que nos échanges sont équilibrés. Alors les Américains ont toujours eu besoin d'un ennemi commercial, d'un ennemi militaire, donc on essaye de vilipender, on va dire, la Russie. Et lui, on a l'impression qu'il joue avec tous ces équilibres et qu'il a une très bonne compréhension de ces équilibres, bien mieux que nos politiciens qui ont une vision court-termiste. Ah ben complètement, c'est le temps long. C'est le temps long. Il est sur le fond. Il incarne une permanence, en fait. Il incarne une permanence et je dirais l'impératif de préserver, de protéger le peuple russe, où qu'il soit, à vrai dire, contre toutes les avanies ou même les agressions qui peuvent lui être faites. Donc il est un peu hors concours et il montre qu'il est hors concours. Et alors il n'est pas tout seul à être hors concours, il y en a d'autres de dirigeants qui sont dans le temps long, ne serait-ce que le chinois, mais l'indien, je pense qu'il est pas mauvais non plus, et même le turc. Et même les Iraniens aussi sont dans le temps long. C'est-à-dire que, allez-y, montrez-nous là, vous voulez continuer à faire, vous avez vu ce qui se passe ? Voilà, vous avez juste accéléré votre déclin. C'est tout, vous vous êtes gouré de A à Z sur nous. Mais pourquoi ? Parce que vous êtes aveuglé par l'idéologie, par la haine, par la rage, par la jalousie, tout simplement. Par le contrôle. Par la volonté de contrôle et le contrôle impossible. Il parle beaucoup du dollar. Oui, il parle beaucoup du dollar comme étant un outil de contrôle. Exactement. Et de toute façon, tout a commencé à partir du moment où le dollar est devenu d'un outil de protection et de sécurité, un outil de pression et de contrôle et de sanction. Donc il dit, attendez, vous êtes idiots de nous avoir empêchés de faire des transactions en dollars. Maintenant, c'est la part du dollar dans les échanges internationaux qui est en train de baisser. Alors il commence par parler de l'histoire, après il parle justement de la position de la Russie et surtout des mesures que l'on prend. Donc il parle énormément de pression, il dit que toutes ces mesures sont inadéquates, elles ne fonctionnent pas, et il dit à un moment, mais est-ce que vous voulez pas essayer autre chose quelque part ? En fait, à un moment, ça serait pas le temps d'essayer autre chose. Mais il dit pas quoi en fin de compte. Alors est-ce que c'est essayer la paix d'après vous ? Est-ce que c'est essayer de redonner sa place à la Russie, d'arrêter de leur tirer dessus à boulet rouge, d'essayer de composer ? À mon avis, c'est l'adaptation à la multipolarité. C'est le renoncement à la full spectrum dominance qui était l'idéal et l'idée, l'objectif américain à la fin de la guerre froide. Et qu'ils se sont imaginés pouvoir maintenir ad vitam aeternam. Ils ont juste oublié que les autres éléments, les autres acteurs du système international, eux aussi évoluent. Ils ne sont pas immobiles à tout jamais, coincés dans leur crise, leur décrépitude, leur abaissement, etc. La Russie est l'exemple d'une renaissance extraordinaire. Bien sûr, il y a encore des problèmes, bien sûr, ce n'est pas fini. Mais nous aussi, nous aussi, on a des gros problèmes. Et ils visent quand même l'OTAN et certains des services en disant attention, l'OTAN n'est peut-être pas que le garant de la paix, on va dire. Aujourd'hui, il crée peut-être des problèmes. C'est le moins qu'on puisse dire. Et en visant certains des événements qui se sont passés en Ukraine. Donc, Tucker Carlson, quand même, lui pose la question pour savoir est-ce qu'il voulait faire la paix, en fait. Et c'est là où il dit
il dit attention, nous avons fait une opération spéciale pour répondre à une guerre que vous avez commencée. Exactement. Et alors là, quand vous entendez ça, j'imagine que dans les services, dans les ministères, on va se dire attention, ou dans les médias, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ben, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avouer qu'il a raison. Avouer qu'il a raison, ça veut dire détruire toute la propagande, tout le narratif qui est balancé à haute dose, à haute fréquence depuis 2 ans. Mais si vous reprenez, et tout le monde sait bien, tous les gens qui suivent, même si on n'a pas cru, et moi la première d'ailleurs, qu'il allait finalement donner, parce que j'avais pas toutes les informations, notamment sur l'ordre d'opération militaire ukrainien pour taper le Donbass, pour reprendre en fait le Donbass. Mais tous les gens qui sont un peu informés savent bien quand même, puisqu'ils en ont été les acteurs, quel était l'objectif occidental. Donc, après, on a vendu la guerre aux opinions. Parce qu'on s'est imaginé aussi pouvoir la gagner. Parce qu'on est tellement aveuglé par l'idéologie. C'est pour ça que moi, j'essaie d'incarner un peu de réalisme. On est tellement aveuglé par l'idéologie, les sentiments, les émotions, que on a perdu de vue quelques évidences. Et on a perdu de vue notamment le fait que ce pivot de la Russie vers la Chine, il était déjà en cours depuis quelques années. On n'a pas non plus, on a très mal analysé, à mon avis, l'importance en 2015 de l'entrée de la Russie, de l'entrée de la Russie militairement en Syrie au secours du régime syrien. Et l'impact que ça a eu, la force d'attraction en fait, la séduction que ça a eu sur plein de pays qui se sont dit ah mais non, mais ils le font et puis ça marche. Et puis maintenant, l'Ukraine, ils le font, et puis ça marche. L'Amérique, elle peut rien faire. Et au Pentagone, il y a quand même un certain nombre de gens qui sont en train de dire, faudrait peut-être qu'on change un peu de registre là, parce qu'on n'est pas sûr d'y arriver. Donc il y a les fous furieux, néocons, etc., qui savent plus quoi faire pour assurer la réélection d'un président démocrate, que ce soit Biden ou un autre. Et puis il y a quand même un certain nombre de gens qui disent attention. Là, on a le Moyen-Orient, on a l'Europe. C'est pour ça qu'ils nous refilent j'allais dire, la patate chaude, le bébé, quoi, sur le thème. Écoutez, maintenant, on vous a bien coupé de la Russie, mais maintenant, vous allez vous la prendre pleine face, donc c'est vous qui allez payer. Alors, c'est vous qui allez payer. Il a parlé au travers de tout cela d'un certain nombre de personnes. Il a cité quelques noms. Il y a le nom de Boris Johnson qui revient souvent comme étant celui qui a empêché un accord de paix. Qui était prévu, qui a été très vite prévu, et du coup on a financé cette guerre. Il parle du financement de cette guerre en disant pour atteindre la paix, il faudrait qu'on arrête le financement de cette guerre, arrêtez d'envoyer des armes, parce que quelque part vous mettez de l'huile sur le feu. Alors quand on écoute les médias ici, on a l'impression que c'est lui qui a commencé. Alors effectivement, c'est lui qui a commencé cette opération spéciale. Et si jamais on regarde qu'un instant du temps, c'est-à-dire à partir de février 2022, mais qu'on oublie tout ce qui s'est passé avant, eh bien, on prend jamais. C'est la queue d'une comète, c'est ce que je dis. C'est la queue d'une comète le 24 février. C'est la fin, c'est le moment où, hop, c'est trop tard. Bah voilà. Alors c'est trop tard, mais pour faire la paix, il faut avoir les conditions. Donc qu'est-ce qu'il propose? On va dire, il dit faites quelque chose et après on verra. Non, lui il dit il faut des interlocuteurs. Okay. Et il veut plus parler avec Biden. En fait, il a quelque part dit j'ai pas parlé avec Biden. Mais oui, il se souvient plus. Je sais pas si c'était pas un humour un peu en faisant semblant de pas avoir la mémoire lui non plus. Voyez, je sais pas. Mais il est certain qu'il faut des interlocuteurs. Donc oui, il y a. Et ça, il l'a confirmé, c'est quand même intéressant. Qu'il y a des dialogues. Qu'il y a un dialogue au niveau des services. Maintenant, il faut de véritables interlocuteurs pour faire la paix. Donc, il faut que Sergueï Lavrov ait quelqu'un en face de lui, quoi. Bon. Donc, il est qui pour l'instant? C'est pas Zelensky a dit qu'il ne pouvait pas la faire. Il a fait un décret tout de suite après l'avortement de cet accord-là en mars 2022. Donc, en fait, officiellement, il ne peut pas y avoir de pourparlers de paix entre les dirigeants ukrainiens actuels et la Russie.
c'est peut-être à mettre en lien, mais je n'en sais rien, mais c'est une hypothèse, avec le limogeage de Zelloujny, du chef d'état-major des forces armées ukrainiennes, qui, si j'ai bien compris, est désormais à Londres comme ambassadeur d'Ukraine. Je pense surtout qu'il fait du média training, moi, personnellement, et qu'on est en train de le préparer peut-être pour la suite. Parce qu'il y a bien un moment où il va falloir changer de comment dirais-je, pas de marionnette, mais en tout cas d'interlocuteur. Il va bien falloir trouver un interlocuteur en pouvant dire, voilà, nous en sommes là militairement. Mais même Poutine, quand Tucker Carlson lui pose la question à propos de Zelensky, il dit ouais, non, mais en fait, Zelensky, quelque part, c'est pas avec lui qu'il faut parler, parce que c'est avec ceux qui financent la guerre. Donc, c'est avec les États-Unis, mais ça, de toute façon. Et il revient quand même plusieurs fois sur Boris Johnson. On a l'impression que quelque part, il aimerait lui faire porter le chapeau du non-règlement de ce conflit très vite. Alors peut-être que Boris Johnson, c'est la partie pour le tout, c'est-à-dire que c'est la Grande-Bretagne, parce que quand même, les Anglais, qu'il n'a pas mentionné hier. Hein. Tout à fait. À part Boris Johnson, les Anglais sont à la manœuvre de la déstabilisation russe, mais depuis le grand jeu du 19e. Ils sont à la manœuvre déjà en Ukraine, parce qu'ils sont excessivement présents en Ukraine, dans l'économie ukrainienne, et ils défendent leurs intérêts quelque part, y compris les intérêts des alliés américains. Alors dans l'économie, mais aussi au plan militaire. Pas seulement en fourniture d'armement, en conseil, en assistance et en formation des soldats ukrainiens. Il s'agit de former encore des soldats ukrainiens pour qu'ils aillent se faire tuer dans le même hachoir à viande que leur préparent aimablement les Russes. Donc il y a quand même un... Et je pense qu'il l'a laissé entendre en filigrane. Il y a un problème moral, quoi. Il y a un vrai problème. À quoi ça sert tout ça ? C'est fait pourquoi ? Oui, il le rappelle. Il a dit, la Russie sera là, toujours. Vous pouvez faire ce que vous voulez, on sera toujours là. Voilà. Elle était là, elle est toujours là. On a des alliés, on a une place. Vous devez jouer avec nous. Voilà. Et à un moment, Tucker Carlson, quand même, lui pose des questions sur des opérations militaires comme Nord Stream, parce qu'on sait très bien que l'énergie, l'argent, c'est la guerre, les matières premières. Et là, il le pointe du doigt, en fait. Il lui dit « vous ». Et Tucker Carlson lui répond non, moi, ce jour-là, j'avais un autre rendez-vous. Oui, c'est ça, j'étais prêt ailleurs. J'étais prêt ailleurs. J'avais piscine. Donc, en fait, bon, c'est quelque part un moment d'humour. C'est parce que il y avait quelques moments qui étaient souriants, on va dire, un peu plus détendus. Et celui-là en fait partie, mais c'est quand même quelque chose de sérieux parce qu'il dit bon, on a détruit Nord Stream 1, Nord Stream 2 et endommagé. À un moment ou à un autre, vous pouvez nous acheter notre gaz. Donc écoutez, on reprend les échanges et puis voilà, on passe à autre chose. Ça c'est très important. C'est-à-dire, il a montré que la Russie, est prête à discuter d'un accord sur l'Ukraine, mais selon ses préoccupations sécuritaires qui n'ont, à vrai dire, pas fondamentalement changé. C'est ses objectifs militaires qui peuvent éventuellement changer, puisque maintenant elle est en position de force, donc elle peut aller plus loin. Oui, il a dit, on a les missiles hypersoniques. Il a rappelé, on va dire, sa position économique, militaire, humaine. Vous pensiez qu'on perdrait la guerre et qu'on serait balayé de la carte. Wishful thinking, comme on dit en anglais. Donc, on est prêt à négocier sur l'Ukraine, et on est prêt, bien sûr, à reprendre le commerce. Donc ça, c'est une manière aussi d'enfoncer un coin entre les Européens et les Américains, de la même manière qu'il le fait à un moment donné entre la Pologne et l'Allemagne. Tout à fait. Voilà, on sent la grande maîtrise de l'ancien espion. On lui a appris à faire aussi. Hein. On sent la grande maîtrise d'un homme d'État, d'un homme politique. Alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le problème n'est pas là. C'est qu'à un moment ou à un autre, on doit composer avec. Dans cet entretien qui a duré, comme j'ai dit, 2h07, qui est très long, quels sont les absents d'après vous, en fait ? De quoi a-t-on pas parlé ? De quoi n'a-t-on pas parlé ? De plein de choses. On n'a pas parlé du Moyen-Orient, on n'a pas parlé de l'Afrique, on n'a pas parlé des Européens en tant que tels, à part de l'Allemagne et de la Pologne. Bon, la France... Abonné absent.
Complètement. Et pourtant, on était dans la même pièce dans laquelle il y avait cette longue table où Emmanuel Macron avait été reçu. Et là, on a vu en fait qu'ils étaient quand même pas si loin que ça, les deux. Donc la mise en scène. La mise en scène. Et d'ailleurs, le clin d'œil est assez clair. C'est quand même intéressant. Il a parlé très positivement de George W. Bush et bien sûr de Donald Trump. Donc ça aussi, c'est intéressant. Tout ça, c'est des petites piques. C'est des petits messages, c'est des petits pigeons voyageurs qu'on envoie avec un petit rouleau entre les pattes, quoi. Je pouvais parler avec Bush, je pouvais parler avec Trump, mais bon, avec Biden. Et maintenant, là, rien n'est possible. Rien n'est possible. Donc, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? C'est vrai que c'est un exercice intéressant. De quoi n'a-t-il pas parlé? Moi, je trouve qu'il a assez bien montré sa puissance, parfois par défaut, c'est-à-dire même quand il parle de la Chine et de l'immensité de la Chine, et ils disent le rapport démographique est de 1 à 10, même pas, 11, je sais pas combien, 135 versus 1,5 milliard. Donc oui, bien sûr, démographiquement, c'est plié, mais en revanche, il montre bien que tout ça existe, et que les BRICS existent, mais il n'a pas abordé les choses qui fâchaient, notamment sur le Moyen-Orient. Alors qu'on sait que clairement les deux théâtres sont liés et que ce qui se passe au Moyen-Orient et la manière dont les États-Unis notamment agissent en ce moment même au Moyen-Orient, en Syrie notamment, est aussi une façon de chercher à déstabiliser la Russie pour qu'elle soit plus affaiblie sur le front ukrainien. Il est quelque part resté, donc il a laissé ces sujets en dehors. Tout à l'heure, vous avez dit en introduction que tout est calculé. C'est pour ça que je posais cette question, parce que les non-dits, parfois en diplomatie, en géopolitique, sont les plus importants. Donc je pense que ne pas parler du Moyen-Orient, alors qu'il y a cette crise au Moyen-Orient, et cette guerre au Moyen-Orient entre Israël et à Gaza, avec ce que certains appellent un génocide, malgré cet attentat du 7 octobre. Donc ça, ne pas en avoir parlé, pour moi, je trouve, j'ai été un peu choqué, mais je me dis maintenant, en vous écoutant, que s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il y a un intérêt. Oui, et je pense que l'un des intérêts, c'est que c'est une pomme de discorde potentielle, y compris entre Trump et lui. Donc, c'est pas la peine d'avoir mis l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, par exemple. Et puis bon, que pourrait être la politique d'un Trump au Moyen-Orient s'il revenait au pouvoir? Comment ça se passera avec l'Iran? Quelle est la relation? Parce que là, la Russie a aussi un vrai sujet. Et d'ailleurs, les Iraniens ont un vrai sujet. Est-ce que le rabibochage russo-américain ne va pas se faire aux dépens de l'Iran? Voilà, il n'en a pas parlé, donc il est resté assez discret là-dessus. Il a neutralisé le sujet. Un sujet neutralisé. Il a invisibilisé, comme on dit aujourd'hui. Voilà, invisibilisé. Quand on revient donc à cette interview, à un moment, bon, on a parlé, Tucker Carlson, c'est un journaliste, il a parlé de ce journaliste américain qui est emprisonné en Russie, en disant est-ce que vous allez faire un geste? Donc, bon, bien sûr, on s'attendait à ce qu'il y ait une demande de geste. Et il a été assez ferme sur cela en disant attention, il a commis de l'espionnage. Et comment l'auriez-vous interprété vous-même? Voilà. Il rappelle juste la loi. Oui, comme toujours. Non, mais lui, alors ça va faire hurler sans doute beaucoup de gens, mais il est très, très, très légaliste. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir fait du droit quand il était jeune, mais il est très préoccupé de la légitimation de ses actions par des textes de droit, que ce soit sur la Crimée, que ce soit sur le Donbass, que ce soit sur la reconnaissance des républiques, que ce soit sur plein de choses, Il est tout le temps en train de dire « mais il y a des accords, mais c'est en fonction de telle loi, de telle règle, de telle... » Et là, oui, sur cette affaire-là, c'est de l'espionnage, qu'il ait 30 ans ou 50 ans, qu'il l'ait fait en tant que journaliste ou en tant qu'espion, j'allais dire officiel. Mais il n'a pas fermé la porte parce qu'il dit quand même... il ne ferme pas la porte. Il dit j'espère qu'il retrouvera chez lui. Voilà. Il ne ferme aucune porte. Mais il laisse aussi toujours cette impression, qui est à mon avis quand même partiellement artificielle, que ça ne dépend pas totalement de lui. C'est-à-dire que le système
le système russe, il y a aussi une indépendance des pouvoirs, etc. Tout ne remonte pas à sa décision ultime. Voilà, là, il y a peut-être un bémol à mettre. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une collégialité de beaucoup de décisions, ça c'est sûr. Parce qu'il a aussi des pressions, il a aussi des équilibres à maintenir, il a aussi des gens beaucoup plus radicaux que lui, y compris sur la guerre en Ukraine. Il a aussi des opposants, il a aussi un peuple. En fait, tout ça, c'est pas un village Potemkin, la Russie, en termes démocratiques, contrairement à ce qu'on raconte. C'est une démocratie autoritaire, certes, mais il y a une forme démocratique, en tout cas beaucoup plus que dans bien d'autres démocraties au monde. Alors, démocratie autoritaire, c'est intéressant ce concept parce que, en fait, quand on le regarde et qu'on le voit invoquer la loi, Poutine n'a pas toujours respecté la loi, on va dire, loin de là, mais on peut dire que les Américains non plus. Donc, en fait, pour vous, quand vous voyez cela, l'interprétation de sa position par rapport à d'autres présidents qui incarnent une puissance mondiale, vous voyez ses qualités et ses défauts aussi, parce qu'il parle bien sûr peu de ses faiblesses. Ah ben, il n'en parle pas par principe. Aux autres oui, mais nous, on aimerait quand même lui pointer ses faiblesses en lui disant c'est lui qui a envahi l'Ukraine, c'est lui qui a fait cela. Donc, en fait, Oui, mais le problème, c'est que depuis 1991, tout le système international basé sur la Charte des Nations Unies, sur la nécessité d'obtenir un consensus avant d'engager une opération militaire internationale, tout ça a volé en éclats, et pas à l'initiative russe, à l'initiative américaine. Ça a commencé dans les Balkans, enfin quand même. Et puis après l'Irak, et puis après la Libye, et puis après la Syrie. Même quand on arrive à avoir une résolution et que les Russes disent OK, on est d'accord, mais pas de veto, on outrepasse le mandat. La Libye est un exemple flagrant. Donc on n'est nous-mêmes absolument pas en position de faire la leçon, quoi. Mais on n'a pas l'air de s'en rendre compte. Et ça, il le dit quelque part. Il dit rendez-vous compte, mais il dit écoutez, d'abord vous avez 30 et quelques trilliards de dettes aux États-Unis. Regardez un petit peu chez vous, balayez chez vous avant de venir faire la leçon. Oui, dans tous les domaines. C'est-à-dire le double standard. Ça passe plus, ça n'est plus possible. Moi, ça fait 10 ans que j'écris ça, mais maintenant, c'est clair. Et maintenant, tous les autres pays du monde le voient, le comprennent et se disent... Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, que d'avoir des liens étroits, etc., avec la Russie ou avec la Chine est une sinécure. C'est pas des enfants de cœur. C'est pas bon. On va pas leur donner le blanc-seing. Non, ou le bon Dieu évidemment non. Mais c'est une alternative à la politique très, très brutale, en fait, et totalement unilatérale des États-Unis post-guerre froide, qui se sont crus juste tout permis, quoi. Tout permis avec tout le monde pour toujours. Ah ben non, en fait non, voilà. Entre-temps, il s'est passé une génération, en fait, depuis la fin de la guerre froide. Une génération. Donc, le monde a complètement changé, et tant qu'on ne voudra pas se mettre au parfum du réel, on est de plus en plus décalé, quoi. On est de plus en plus affaibli, et ça, il l'a aussi dit, il l'a aussi laissé entendre, qu'il se passait énormément de choses en Eurasie, en Asie, partout. Il a parlé de la décadence, que ça avait pris 5 siècles pour l'Empire romain. Il a dit ça prend du temps. Voilà. Peut-être que vous allez vous en apercevoir. Voilà. Alors, bon, quand on prend un peu de distance vis-à-vis de ce genre de choses, c'est pour vous un exercice de communication réussi, cette interview? Pour moi, oui. Parce qu'il a... De son côté, du côté de Tucker Carlson, est-ce qu'on peut critiquer quelque part cet exercice qui... c'est-à-dire que là, on a vu l'homme d'État, quoi. On a vu le chef d'État, homme d'État, qui se laisse pas balader même par un éminent journaliste intelligent, qui comprend beaucoup de choses, qui a peut-être d'ailleurs un avenir politique, qui
Voilà, il a un certain nombre de choses il a pris à l'ascendant, dire, il prend l'ascendant, c'est le maître des horloges, quoi. S'il a envie de vous parler 45 minutes de l'histoire de la Russie, il va vous parler 45 minutes de l'histoire de la Russie. Et puis c'est comme ça. Et puis chaque fois que Tucker essayait de lui dire oui, mais enfin bon, quand même, ça, vous n'en avez pas parlé. Il le ramenait. Oui, mais alors je termine. Voilà. Et donc, il est resté, on va dire, très calme, tout en gardant sa ligne de conduite. Toujours. Alors quand on est un citoyen français et qu'on écoute, si on arrive à écouter, parce que déjà il faudrait non seulement qu'on y arrive, mais en plus qu'on ait des interprétations qui soient objectives. De votre point de vue, c'est quelque chose qu'il faut que les Français voient, cette interview? Ah oui, moi j'en suis convaincue. Mais moi je suis convaincue qu'il faut... écouter. Mais il faut absolument écouter, c'est indispensable, parce que pour faire la paix comme pour faire la guerre, on ne peut pas faire ça face à juste notre fantasme, nos projections mentales. C'est le désastre assuré, et c'est le désastre. Voilà. Donc, la projection mentale, c'est bien, voilà, c'est le réflexe de tous les humains, de toute façon. Mais il y a un moment, il faut quand même se frotter à la réalité. La réalité, voilà, c'est cet homme qui prend 2 heures pour vous expliquer comment il voit les choses, ce qu'il a l'intention de faire, de ne pas faire, ce qu'il peut encore faire, ce qu'il peut encore offrir, ce qu'il a compris aussi de notre comportement. Bon, donc, bien sûr qu'on doit l'écouter. Et moi, je pense que avec tous les blablas de Zelensky depuis 2 ans dans des centaines d'enceintes où on a dû écouter ces demandes, on va dire quelque part. Ces demandes, même ces incriminations, ces culpabilisations, enfin bref, tout ça pour avoir de l'argent et pour envoyer finalement des centaines de milliers de ses concitoyens à la mort. Je pense qu'il n'est pas mauvais de prendre 2 heures de son temps et d'écouter et de comprendre que tout a un sens. C'est pas juste qu'il parle trop lentement ou trop longuement, pas du tout. Non, il a essayé de donner un sens. Voilà. Alors, si on fait un parallèle, il y a le président Macron qui a fait 3 heures de conférence de presse il y a pas longtemps. Quand vous regardez, on va dire, les questions, la manière dont on répond, vous voyez la différence, vous percevez la différence en tant que spécialiste de la géopolitique? C'est la différence entre la com et le fond. C'est-à-dire que, c'est ce que j'ai dit au tout départ, dans le cas de Vladimir Poutine, la forme de son discours fait partie du fond de son message. Vraiment. C'est concret, enfin c'est palpable. C'est palpable. On comprend qu'il est dans ce temps de l'histoire, dans ce temps de la responsabilité, dans ce temps de ce qu'il considère juste de faire pour son pays, pour la Russie même, voilà, pour la Russie à l'échelle des siècles. Alors que nous, on est dans des discours qui sont essentiellement de la poudre aux yeux, du court terme, des listes de réponses à la liste au Père Noël, si vous voulez. Donc là, Poutine, il fait pas du tout ça. Donc, quelque part, une forme d'enfumage politique, et puis de l'autre côté, un décryptage avec une explication, un désenfumage. C'est ça. Ben oui, c'est beaucoup plus... Il suffit d'écouter, voilà. Il suffit d'écouter, mais on s'endort pas. Enfin bon, et pourtant c'était tard, un petit peu quoi. Par moment, on est peut-être un petit peu fatigué. Ah ben certains se sont endormis, c'est sûr, pendant l'interview. Non, mais on peut. Moi aussi, de temps en temps, j'ai eu l'œil qui. Bon. Mais tout était intéressant et tout a un sens. Et de toute façon, on doit écouter les leaders du monde. On fait pas de la politique étrangère avec un miroir. On fait de la politique étrangère avec les acteurs du système international. Voilà, que ce soit le chef des Houthis, le chef du Hezbollah, le premier ministre israélien, le guide suprême iranien, le Xi Jinping. Il faut tous les écouter. C'est très, très important. Et je pense d'ailleurs que ça devrait faire partie de la formation de base de nos diplomates et de nos militaires. Et de nos citoyens, quelque part. Et de nos citoyens, absolument, absolument. Mais grâce à François, on a pu quand même suivre ça. On essaie. Ouais. Si peut-être pour finir cet entretien avec ce décryptage intéressant et important, si
si justement les auditeurs, les lecteurs de François, les Français devaient se rappeler de quelque chose, qu'est-ce que vous voudriez leur dire à propos de cette interview? Quel est le message? C'est quoi? Regardez-le, faites votre propre opinion. Faites-vous votre propre opinion et pensez que ce n'est pas... bien sûr, il y a une intention derrière tout ce qu'il a dit. Mais ça n'est pas une intention à mon avis, de mensonge ou de dissimulation. C'est encore une fois une espèce il a saisi, il a accepté l'occasion de pouvoir dire certaines choses qu'il ne peut jamais dire, en fait, au public occidental. Parce qu'à moins d'être, comme moi, intéressé à ce genre de choses, bon, personne n'a jamais accès à ça. Donc, il a expliqué, en gros, on est prêt à faire la paix, il faut juste qu'en face, on le veuille, il faut qu'on ait des interlocuteurs, on est prêt à continuer à travailler avec l'Europe, on est prêt à continuer à donner notre gaz, à vendre notre gaz. Arrêtez de vous imaginer que nous sommes le Yéti, l'abominable homme des neiges, je ne sais quoi. Bon, on est juste une nation qui n'a pas l'intention de se laisser faire et qui veut préserver sa sécurité et qui veut, d'une certaine manière, parce que c'est ça l'objectif. C'est pour ça que c'est tellement fou ce qu'on a fait. L'objectif, c'est de faire que l'Ukraine soit neutre pour que la sécurité européenne soit garantie. Enfin, c'est quand même un objectif positif, en fait. Hein, qu'on n'ait pas de frontières épidermiques entre l'OTAN et la Russie. C'est quand même, c'est juste, c'est d'une évidence. Pour moi, c'est tellement évident que c'est la seule solution. Et l'Ukraine n'avait pas de problème jusqu'à ce qu'on lui dise « et si tu venais dans l'OTAN ?» Il n'y avait pas de problème de sécurité. Mais Caroline, quand on a été un auditeur des médias français dans les 2 dernières années, avec une constante, c'est-à-dire il faut soutenir l'Ukraine, il faut soutenir l'Ukraine, il faut soutenir l'Ukraine, quoi qu'il en coûte. Qu'est-ce que ça demande comme prise de recul, comme prise de hauteur, comme remise en cause de ses propres convictions? Parce que aujourd'hui, on voit des petits drapeaux ukrainiens poindre un petit peu partout, alors que si on prenait un peu de hauteur, on devrait se poser ces questions-là. Il y a des gens qui sont vraiment enracinés dans des thèses et dans des situations. Comment on les fait sortir, ces gens-là? Travailler en tant que petit mouton noir, je peux vous dire que c'est dur d'être dans un troupeau de petits moutons blancs. Hein, s'ils sont très très nombreux. Bon, voilà. On vous voit en fait. Aujourd'hui, vous avez les bonnes couleurs. J'ai vu des couleurs. Mais enfin, je suis un petit mouton noir quand même. Donc, c'est très difficile parce que le grégarisme, c'est facile. Et quand on fait une polarisation morale, c'est-à-dire qu'on explique au troupeau qu'en plus il est blanc et donc il est dans le camp du bien, c'est tellement confortable. Si vous voulez, c'est formidable. Donc, il faut sortir de ça. Quand même, aujourd'hui, on a un certain nombre de médias dits alternatifs où on peut s'informer un tout petit peu plus, peut-être qu'il y a 20 ans. Enfin, si on se remet en 1991, au moment, par exemple, de la première guerre du Golfe, enfin, de la deuxième guerre du Golfe, la première avec on est allé essayer de prendre une partie de l'Irak, on se rend bien compte qu'on a plus de possibilités. C'est l'esprit critique qui manque. Mais comme on effondre aussi l'école, on effondre tout, on effondre la famille, on effondre tout ce qui permettait aux individus de forger, de maintenir et de développer leur esprit critique. Donc c'est très difficile. Je pense simplement que on peut avoir des réflexes, j'allais dire un peu reptiliens, du style, quand même, tout le monde dit la même chose partout, c'est louche. Hein, c'est quand même très très louche. Quelqu'un, vous pouvez prendre n'importe quelle source, vous trouvez toujours la même chose, vous dites, ah ouais, mais est-ce que la source originelle ne serait pas la même? Donc remettre en cause les sources. Oui, remettre en cause et douter, mais c'est le début de l'intelligence, douter. Il faut douter.
Eh ben, Voilà. écoutez, merci beaucoup Caroline Galacteros d'être venue nous apporter ce décryptage, donc géopolitologue et avec Paix et Guerre. Écoutez donc ces analyses si vous voulez avoir une vision alternative justement avec un esprit critique et si jamais vous avez des doutes, ça vous permettra d'apporter un petit peu plus d'eau à certains moulins ou éventuellement de vous remettre en cause, exactement comme vous faites quand vous écoutez François. On le rappelle, François, c'est un média qui a 80 ans cette année. Ça fait 80 ans, on s'appelait Défense de la France. Donc, on a déjà pris, on va dire, des positions qui étaient alternatives. Avec courage, on s'est fait taper dessus aussi et on continue à se faire taper dessus. Le journalisme, c'est avant tout de vous rapporter les faits et de le faire, quoi que ça en coûte, pour notre propre position. Et c'est ce qu'on a essayé de faire chez François. Et je pense que merci beaucoup de nous suivre de manière à ce qu'on puisse continuer à faire ça. Soutenez-nous autant que faire se peut parce que on vous amènera cette information tant qu'on peut le faire. Comme vous le savez, à un moment, on nous avait enlevé notre agrément. Rien n'est jamais jugé, rien n'est jamais figé dans ce pays. Et on va continuer à essayer de le faire. Donc merci beaucoup de nous suivre et de nous soutenir. À très bientôt.